Bonsoir, bienvenue dans le talk de France Info. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, le chat. On est ensemble sur Twitch tous les soirs à 18 h du lundi au vendredi pour décrypter, analyser, comprendre et discuter de l'actualité. Comment allez-vous, les Pamio, Léni, Nemo, Brest 85, Yanamat? Racontez-moi un petit peu. Aujourd'hui, je me suis dit que c'était le moment de faire le point sur le mouvement social contre la réforme des retraites. L'heure de faire le point après les manifestations justement du 1er mai, c'était hier, vous le savez, 2,3 millions de personnes qui ont manifesté au total en France selon la CGT, 800 000 selon le ministère de l'Intérieur. Il y a eu plus de 300 cortèges, 440 interpellations aussi, 406 policiers et gendarmes blessés selon Gérald Darmanin, 258 personnes en garde à vue à Paris, et c'était le premier défilé unitaire depuis 2009, c'est-à-dire que les 8 principales organisations de salariés ont défilé ensemble, et ça, c'était pas arrivé depuis 14 ans. Autre info, c'est que l'intersyndicale s'est réunie ce matin pour décider de la suite à donner à la protestation. Et elle a annoncé une nouvelle journée d'action mardi 6 juin. Voilà, je vous donne l'info parce que vous ne l'avez peut-être pas vu passer aujourd'hui. Les syndicats ont 2 échéances dans le viseur. La première, c'est la décision du Conseil constitutionnel sur une deuxième demande de référendum d'initiative partagée, donc ce qu'on appelle le RIP. Et cette décision sera rendue demain. Et puis la deuxième échéance, ce sont les débats sur la proposition de loi du groupe LIOT pour abroger la réforme. Donc ça sera le 8 juin, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, le 8 juin. Et donc la question qu'on va se poser ce soir, c'est celle-ci. Que va devenir le mouvement social contre la réforme des retraites? Et des invités pour en parler, c'est toujours mieux. Khadija Zerouali, bienvenue. Merci. Ça va? Ça va et vous? Oui, tu peux me tutoyer. Ça va et toi? Oui, tu es journaliste à Mediapart. Oui. Laurent Fragerman, bienvenue. Bonjour, bonsoir. Vous êtes... Alors, pardon, je vous vois parce que je vous connais moins. Et comme vous n'êtes pas un confrère de la profession, je préfère, si ça vous va. Pas de souci. Vous êtes socio-historien spécialiste des mouvements sociaux, chercheur au CERLIS, donc c'est le Centre de recherche sur les liens sociaux. C'est un laboratoire de l'université Paris-Cité. Oui. Et avant qu'on attaque, je vais vous montrer le dessin de Jugraphe. Donc Jugraphe, c'est Julien, en réalité, c'est un dessinateur de BD qui fait partie de la communauté du talk. Et donc, il a dessiné ceci. Oui, approchez-vous les invités. Donc, on voit ce manifestant donc, pour qui la mobilisation continue, même après le 1er mai. On manifeste pour une meilleure saucisse merguez, moutarde, ketchup et harissa. Merci, Jugraphe, pour ce dessin. Et la première question que je vous pose, comment... On va d'abord attaquer, on va se concentrer sur vraiment la mobilisation d'hier. Comment est-ce qu'on peut la qualifier, cette mobilisation? On entend beaucoup de la part de la bouche des syndicats et de la gauche, mobilisation inédite, historique. Alors peut-être un petit commentaire sur le dessin. L'inflation touche y compris les merguez, parce qu'hier elles étaient à 7 € à la place de la République, ce qui est extrêmement cher pour des merguez de manif. Oui, voilà. C'est toujours bien de le préciser. Non, mais voilà. Tu as raison. Pour ce 1er mai, ce que tu as dit qui, pour moi, est intéressant, au-delà des chiffres de la préfecture de police ou de la CGT, c'est le fait qu'il y avait 300 défilés. Je pense que ce qui était marquant dans ce mouvement social, en tout cas ce qui moi m'a marqué en tant que journaliste, c'est que depuis janvier, il y a des manifestations partout en France, en fait, y compris dans des villes moyennes, des petites villes. Je pense à chez moi, à Prades, dans les Pyrénées, enfin, là où j'ai fait mon lycée, à Prades, dans les Pyrénées-Orientales. Il n'y avait jamais eu de manif en 2019. Moi, c'est Toulon. Avant. Ça manifeste pas beaucoup à Toulon, et là, il y a eu des manifestations. Donc, c'est petit, et pourtant, il y a des familles qui sont sorties manifester. Nous, on a fait un article sur une commune que je voulais citer parce que ça s'appelle Charny, Cré de Puisaye, que je ne connaissais pas. Il y a 5000 en Essonne ou en Yvelines. Oh, je ne sais plus, j'aurais dû le marquer. Pardon. Le chat va vérifier. Comment tu dis le nom du... Charny-Cré de Puisaye. Voilà. On a fait un reportage là-bas. C'était pas moi qui l'a fait, c'est Héloïse Bussy, qui est super intéressant. 5000 habitants, il y avait une centaine de manifestants.
2 fois de suite. Donc moi, pour moi, ce qui était intéressant dans la mobilisation de ce 1er mai, c'est qu'il y avait beaucoup de défilés. Alors l'intersyndicale a beaucoup insisté sur le fait que c'était, unitaire. Alors, bon, c'est peut-être important Pour eux. pour eux, voilà, mais moi, ce qui m'a plus marqué, c'est qu'il y avait encore une fois, et comme depuis le début de ce mouvement contre la réforme des retraites, beaucoup de défilés, y compris dans des toutes petites villes, des moyennes villes qui n'étaient pas habituées à de grandes manifestations, si je voulais. Laurent? Oui, pour rebondir, en général, si c'est les Pyrénées-Orientales, la manifestation, elle est à Perpignan, quoi. Voilà. Et toute la question après, c'est qu'un 1er mai normal, déjà, c'est assez maigre, le défilé à Perpignan, donc ça peut être un petit peu déprimant pour les militants. Donc là, c'était pas le cas, il y avait du monde, hein, j'y reviendrai. Et puis aussi, effectivement, il y a le trajet, c'est pas toujours simple, donc il y a des gens qui se déplacent pas. Mais c'est le fait qu'il y ait 300 rassemblements, c'est important parce que, par contre, en 2010, le mouvement de 2010, qui était sur Mmh. une précédente réforme des retraites, était déjà ancré dans les territoires. Il était déjà très fort dans les villes moyennes, petites. Et ensuite, il y a eu la réactualisation avec les Gilets jaunes, qui fait forcément une forme de socialisation au mouvement, à la contestation, etc. Sur les chiffres nationaux, ils sont très bons. Alors, moi, j'aime pas les superlatifs. Donc, historique, Oui. évidemment, si on dit le 1er mai, par rapport aux autres 1er mai, c'est historique. C'est-à-dire que on prend aussi bien, Nicolas Lambert a fait, a fait un graphique intéressant dessus, hein, c'est Qui sur est alors, Nicolas Lambert? il a un site YouTube et sinon sur Twitter, il s'appelle Cartographe Encarté. Donc Nicolas Lambert a fait, bon, il a repris les chiffres de la CGT et les chiffres officiels depuis 2002 et on voit que c'est la plus importante manifestation, mais de loin. C'est-à-dire que, et c'est marrant parce que les deux courbes sont identiques, parce que c'est pas toujours le cas. Donc on voit 800 000, d'après le ministère de l'Intérieur, 800 000 manifestants sur tout le territoire, contre 400 000 à peu près, 450 000 en 2009 et autour de 400 000 en 2002, qui pour moi était vraiment une manifestation extrêmement importante parce que c'était après le 21 avril 2002, Le Pen au second tour de la présidentielle déjà. Bon, donc c'est très important, c'est réussi. Après, si on compare avec les autres manifestations sur la réforme des retraites, là, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. C'est-à-dire que le 19 janvier, il y avait plus de monde. Donc voilà. Donc on a, soit c'est un plafond de verre, c'est-à-dire que finalement on a atteint le maximum de gens qui pouvaient être mobilisés, vu que la loi a été promulguée, que du point de vue institutionnel, les choses semblent actées. Soit c'est le fait que il y avait une semaine, il y a encore une zone en vacances, région parisienne, et d'ailleurs, il me semble que Montpellier, enfin, l'académie de Prades était aussi en vacances. Voilà, ça joue aussi. Mais je pense surtout, voilà, une très très forte mobilisation qui va jouer un rôle pour la suite. Et toi, Khadija, est-ce qu'il y a quelque chose dans les cortèges qui t'a marqué? Alors déjà, il y avait un cortège de tête assez important, Mmh. avant le carré syndical. Heu, voilà, donc c'est quelque chose qui est assez marquant. Alors, où il y a les personnes qui, alors j'aime pas dire les black blocs, ça me convient pas trop puisque c'est une pratique et non pas un type de personne. Donc c'est des personnes qui pratiquent la pratique du black bloc. Donc Mmh. ils étaient plus nombreux, que d'habitude. Enfin, ils étaient assez nombreux là à Paris. Moi, j'ai fait la manifestation à Paris. Qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? Le fait qu'il y avait, et ça c'est aussi important dans ce mouvement contre la réforme des retraites, au-delà des cortèges syndicaux classiques, pas mal d'AG interprofessionnels, de formes d'organisation en fait des travailleurs, qui va au-delà des syndicats. Ça aussi on a pas mal chroniqué, sur Mediapart. Ce mouvement D'accord. contre la réforme des retraites, il a été l'occasion de création de ponts entre des travailleurs ou voire même entre des privés d'emploi, qui se sont faits à côté des syndicats de manière complémentaire, qui ont été des nouveaux lieux de sociabilisation, voilà, de gens qui n'étaient pas forcément militants ni encartés nulle part, mais qui se sont dit on va créer un lieu là pour parler à la fois de la réforme des retraites et puis très rapidement du travail, de la pénibilité, etc. Il y avait par exemple une assemblée dans le sud Cévennes, entre le Gard et l'Hérault, de privés d'emploi qui s'est organisé contre la réforme des retraites. Et voilà, maintenant, ils se filent des coups de main les uns les autres pour leur démarche Ouais. Pôle emploi ou la CAF. Donc Et ils vont en des manif des ensemble. micro-communautés, Ouais. Laurent, c'est quelque chose que vous avez remarqué ça, noté ou? Je pense que c'est beaucoup moins fort, hein.
Ouais, enfin, si c'est le cas, très bien, hein, enfin, mais je pense que c'est beaucoup plus net en 2019 ou à d'autres mouvements. Je pense que ce que tu décris, si je ce que tu décris existe dans tout mouvement social. C'est-à-dire que c'est un moment où les gens se rencontrent, ils prennent du temps. Enfin, toutes les histoires de la grève, à commencer par celle de Michel Perrault, un livre historique, expliquent ça. C'est-à-dire que c'est un temps d'arrêt et puis donc on prend le temps d'échanger. Ça existe. Le problème, c'est que justement, je trouve que c'est plutôt une faiblesse de ce mouvement social, c'est-à-dire que les âgées étaient peu nombreuses, et y compris, j'en discutais avec le secrétaire général de la FSU, Benoît Tess, je lui disais, c'est quand même un problème parce que finalement, il n'y a pas énormément de monde, que ce soit départemental pour les enseignants Mmh. voilà. Et il me disait, oui, c'est vrai, finalement, on aimerait bien se faire déborder un petit peu parce que voilà, quand il y a une dynamique propre au mouvement, notamment avec des assemblées générales massives, ça crée quelque chose. Je prendrai en référence 1995. C'est la meilleure grève reconductible réussie chez les enseignants, c'est pas leur tradition. Ça a été fait seulement chez les professeurs des écoles, mais c'est à la suite d'assemblées générales avec des centaines de personnes par département. Vous voyez, ça crée, il y a une ambiance. C'est pas la même chose d'être dans son chez soi et de décider de participer à la grève ou de dire bon bah je vais prendre des RTT, je vais aller manifester, Mm, que mm. de participer à une réunion et de discuter ensemble. Donc ça, je pense que c'était plutôt un point faible. Maintenant, si ça a forcément eu lieu et je trouve que c'est bien quand ça a lieu. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, vous avez totalement raison et d'ailleurs on l'a écrit, la grève, générale, reconductible comme l'a rêvé certains, n'a pas eu lieu, les AG étaient vides et cetera. Mais c'est juste comme j'écris pas mal de trucs, défaitistes en ce moment dans le journal, au propos de ce mouvement social, j'essaie de donner les quelques exemples qui, voilà, étaient un peu, étaient un peu positifs, quoi. Mais effectivement, oui, on en reparlera plus tard de ces raisons, Ouais. mais la grève a pas fonctionné. Le Monde a titré Enfin, son juste journal. Oui, la grève, il y a plein de journées de grève qui ont fonctionné. Ouais, mais au-delà des journées de enfin, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'au-delà des journées de mobilisation où toutes les intersyndicales appelaient, y compris dans les boîtes où il y avait des hauts taux de syndicalisation, les AG étaient quand même assez vides et il n'y avait pas de grève qui était reconduite. Et dans plein de lieux, la grève n'a pas pris. Enfin, nous, en tout cas, Voilà, c'est ce la qu'on a grève vu. reconductible n'a pas Ouais, pris. voilà, c'est ça. le journal Le Monde a titré sa une, son journal aujourd'hui, l'exécutif face à une contestation sociale qui persiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme de contestation sociale qui persiste? Est-ce qu'on peut Oui. dire qu'elle s'inscrit dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose d'inédit par rapport aux précédentes mobilisations contre une réforme des retraites? D'autres. Oui, alors c'est pas inédit, D'accord, parce qu'en 2010, ça a duré en gros, jusque de mai à septembre. Enfin voilà, d'accord. il y avait des vacances entre-temps et cetera. Mais un mouvement social qui dure assez longtemps, ça a déjà existé. Mais vraiment, du point de vue du gouvernement, ils étaient persuadés, c'est pour ça que moi je trouve que c'est globalement, il y a pas de raison d'être défaitiste. C'est plutôt, le mouvement social et le mouvement syndical sortent renforcés de la période. C'est le fait qu'on a eu, j'ai perdu une idée, mais je voulais juste Ah mince, ça non, mais je vais arrive faire une ça, c'est parenthèse, terrible. hein. Je vais faire une parenthèse, c'est un de mes problèmes. C'est, l'agence Fitch, quand elle dégrade la note, bancaire de l'État Hmm. français, un de ses commentaires, c'est quand même de dire, Le ben, climat social. voilà, le climat social, on va pas pouvoir faire des contre-réformes libérales, on va pas pouvoir attaquer trop le modèle social parce que, les gens se mobilisent et donc il a fait une erreur, Macron, de faire sa réforme comme ça. Donc moi, je pense que, c'est plutôt positif. Après, là, ce qui est très important justement, c'était pas historique comme grève, comme manifestation hier, c'était pas le raz-de-marée qui a été, espéré à un moment donné. De même que le 7 mars, la France n'a pas été à l'arrêt. Hein, donc Hmm, hmm, annoncer hmm. trop à l'avance, c'est un souci. Mais par contre, qu'on ait eu autant de manifestants, ça explique, c'est aussi pour ça qui explique que l'unité syndicale est maintenue, qu'il y a une nouvelle date le 6 juin Hmm. et que la page n'est pas tournée. Comment peut évoluer un mouvement social? Bah, moi, pour celui-ci, alors la date du 7 mars était, attendue par tous parce que voilà, l'intersyndicale, y compris les syndicats les plus réformistes appelaient à la grève dans tout le pays, ce qui n'est pas, régulier, hein, ce qui, pour le coup est assez inédit dans une intersyndicale comme ça et en fait, ça ne s'est pas passé, et même les fédérations, parce qu'il y avait des fédérations, par exemple, au sein de la CGT qui appelaient à la grève reconductible, des entreprises comme par exemple la SNCF où il y avait des appels à la grève reconductible en intersyndicale Mmh. complète. Sud avait appelé en tout le syndicat solidaire, pardon, à la reconductible et en fait,
ça ne s'est pas passé pour plein de raisons. Ça s'explique. Il y a une atomisation du monde du travail. Ça, Sophie Bérou l'explique, qui est une sociologue, une politiste qui travaille sur les mouvements sociaux, l'explique super bien. Il y a une atomisation du monde du travail qui fait que, en fait, quand chacun a son horaire, chacun a son salaire, chacun négocie son salaire, il y a plusieurs employeurs dans le même lieu parce qu'il y a de la sous-traitance. Tout ça atomise les collectifs de travail, et quand il n'y a pas de collectif de travail, c'est très difficile d'avoir des collectifs de lutte. Et donc, en fait, ça s'explique par plein de choses. Les syndicats en France sont quand même pas très forts, même si là, ils sortent d'un moment qui était assez glorieux pour eux, ils ont fait des cartes et tout, mais quand même, en France, il n'y a pas beaucoup de syndiqués. Enfin, il y a plein d'explications. Les patrons... Le télétravail aussi, dit Vilpa 77 dans le chat. Oui, qui peut contribuer éloigner, à affaiblir. Il y a des patrons qui ont fait preuve d'inventivité, en fait. Par exemple, je pense à la RATP, c'est un exemple que je donne souvent, mais à la RATP, juste avant ce mouvement contre la réforme des retraites, il faut savoir qu'à la RATP, il y a des gros problèmes d'embauche, et donc ils ont mis une prime à la présence qui fait que tous les agents qui ne posent pas de jours de congé maladie, d'arrêt pour enfants malades, d'accident du travail ou par exemple de jours de grève, ont une prime. Et cette prime augmente chaque mois. Donc, et en fait, une fois qu'on la perd, déjà que c'est des petits salaires, ils perdent en plus la prime. Et donc, toutes ces choses cumulées... Bon, à la RATP, il n'y a pas eu de mouvement de grève. D'ailleurs, toutes les manifs, quasiment, vous avez pu y aller en bus ou en métro parce que c'était simple. Il n'y avait pas beaucoup de grévistes. Ceux dont les représentants de la CGT, qui est majoritaire à la RATP, en étaient complètement désolés. Mais voilà, le fait que la grève n'ait pas beaucoup fonctionné, ça s'explique. Et pourquoi je raconte tout ça, en fait? C'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est différent. Moi, de mon point de vue de journaliste, c'est les syndicats ont essayé de construire la grève forte qui coûte à l'économie, qui fait peur au pouvoir. Ils n'ont pas réussi. La France à l'arrêt. Voilà, ils n'ont pas réussi. Et donc aujourd'hui, on est plus dans un mouvement, pour moi, qui est de l'événementiel. De la rue, en fait, la stratégie de la rue. Non, ce que je voulais dire, c'était plutôt de l'événementiel. Par exemple, je pense aux casserolades, aux événements où quand on suit le ministre, etc. Ça ne demande pas forcément de la masse, mais ça crée des images. Ça fait du bruit, ça crée des images, ça crée peut-être une séquence de crise politique parce que Emmanuel Macron voit son image écornée au niveau international et tout. Donc pour moi, on est passé d'une contestation sociale à quelque chose de plus politique, avec des événements qui seraient plus de l'ordre de l'événementiel, comme les casserolades par exemple. Laurent, c'est intéressant ce que dit Khadija. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse-là? On est passé d'un mouvement, d'une contestation sociale globale à des petits événements comme ça créés pour faire du bruit, entre guillemets? Dans la toute dernière séquence, après la validation par le Conseil constitutionnel, à ce moment-là, oui, parce qu'on a fait, il y a eu 11 jours, 12 jours, 13 jours de manifestations et de grèves. Donc, à un moment donné, ça pèse. Et surtout, voilà, il n'y avait pas de perspective claire pour le mouvement. Donc, c'est au contraire, et Macron, en allant trop tôt sur le terrain, a donné une belle fenêtre de tir. Qu'est-ce que vous notiez dans votre petit carnet? Ce que je notais, c'est sur les collectifs de travail. Je suis d'accord, mais justement, et ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur la sociabilisation, la socialisation. Finalement, il y a quand même justement des collectifs qui se recréent lors des mouvements sociaux. Et à mon avis, ça a été le cas. Et je pense aussi que le travail de syndicalisation, qui a été fait par pas mal d'organisations, dont la CFDT par exemple, ce travail-là dans un certain nombre d'entreprises qui n'ont pas de culture de lutte, parce qu'un des problèmes, c'est qu'on ne s'improvise pas gréviste. Il y a des cultures de lutte dans un certain nombre de secteurs. Ça se perd en plus. Non, ça ne se perd pas. D'accord. Mais non, en fait, ça se perd. C'est perdu depuis longtemps dans un certain nombre de secteurs professionnels, notamment les petites entreprises. Et dans d'autres, par exemple l'éducation nationale, c'est en train de revenir. Contrairement à ce qu'il y avait des sociologues, j'avais un débat avec d'autres, il avait annoncé en 2019 dans Le Monde qu'il y aurait 40% de grévistes pour une grève qui a été historique le 5 décembre. Donc, non, ça ne se perd pas. Et chez les cheminots non plus. Le problème de la RATP, c'est qu'ils ont fait une grève avant. Les cheminots, ils ont fait une grève extrêmement dure en 2019. Donc, quand vous avez déjà, malgré les caisses de grève, pas mal de jours quand même décomptés sur votre salaire, c'est difficile. Et en plus, les cheminots, ils ont fait après une autre grève spécifique par rapport à la casse de leur statut. Donc, ça fait beaucoup. Donc, et c'est pour ça que moi, je crois plutôt que le modèle de la grève par procuration,
qui s'est un peu mis en place en 95, il s'essouffle très clairement. La grève par procuration, Alors on expliquer. compte, en 95, dernier mouvement national victorieux, parce que des victoires locales, il y en a régulièrement, mais dernier mouvement national important qui réussit. Les journalistes et des sociologues ont inventé cette expression pour dire que les Français soutenaient massivement le mouvement, mais beaucoup ne faisaient pas grève. Et seulement certains secteurs stratégiques qui ont une capacité de bloquer étaient en grève, ou d'autres qui fournissaient des troupes, comme les fonctionnaires. Mais ça ne peut pas toujours être le cas. D'abord parce que l'économie évolue. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait vraiment pour bloquer, c'est couper Internet et le téléphone. Là, on aurait vraiment un blocage total. Et donc, tout ça pour dire que ça ne peut pas toujours être les mêmes, même s'il y a des caisses de grève qui soient à l'avant. Donc on a des professions, toujours, qui sont plus dans une conflictualité que d'autres, mais il faut quand même que tout le monde soit dedans. Je montrais à mes élèves, moi je suis prof de lycée, je montrais à mes élèves un des premiers films, c'est sur le Front populaire. Lors du Front populaire, il n'y avait pas besoin qu'il y ait 1000 personnes qui bloquent, je sais pas moi, une raffinerie ou qui soit devant les ports. On a vu à Marseille cette action. Tout était en un arrêt. Voilà, donc il y a des moments, et donc la grève était vraiment générale. Et ça se décrète pas. Donc quand la grève est vraiment générale, le pays est vraiment bloqué. Là, les syndicats, ils ont réussi, dans un certain nombre d'endroits, à faire des grèves, et je m'arrête là. Ils ont réussi à ce que, pour la première fois, il y ait des salariés qui fassent grève, dans toute une série d'entreprises, mais ce n'est pas suffisant. L'exécutif mise sur l'essoufflement du mouvement. Est-ce que c'est pas un pari risqué, ça? Est-ce que je peux juste dire un truc avant sur Complètement. la grève par procuration? Complètement. C'est aussi ce qui a fait que dans certaines entreprises, la grève a pris longtemps à prendre. Par exemple, à Total. Total, juste avant la réforme des retraites, il y avait un mouvement de grève Dans les raffineries. dans les raffineries sur les salaires face à l'inflation et sur le non-partage des richesses au sein de Total. Et en fait, cette grève a été vécue parfois douloureusement par les salariés et y compris par les délégués syndicaux qui me racontaient que voilà, en fait, quand on voit toute la journée des chaînes de télé plutôt libérales raconter qu'on gagne 5 000 € par mois, ce qui est faux, et qu'on est des professionnels de la grève, ben, c'est peut-être un peu dur. Et donc, juste après leur grève, il y a la réforme des retraites. On attend d'eux qu'ils soient mobilisés parce que c'est un secteur bloquant et dans cette logique de grève par procuration, beaucoup attendent que ceux qui peuvent bloquer bloquent. Et en fait, pendant plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois, ça a été difficile de mobiliser les salariés de Total, et ça c'est les délégués syndicaux qui me l'expliquaient, parce qu'ils sortaient d'une grève qui déjà leur avait coûté cher, mais qui leur avait aussi coûté cher en termes d'image auprès de leurs voisins, leurs cousins et leurs grands-pères en fait. Que c'était en fait, dans la rue on leur disait « Ah ouais, c'est toi le professionnel de la grève, c'est vrai que tu touches 5 000 € ?» Et en fait, du coup, repartir dans une grève juste après ça, c'était un peu difficile. Et il y avait certaines professions qui me répétaient au téléphone, je crois, toutes les semaines, on ne veut pas faire la grève pour tous les autres. Par exemple, en 2019, pour le coup, la RATP était très mobilisée, comme la SNCF. Ils avaient porté quasiment à bout de bras la mobilisation contre la première tentative de réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Ils étaient un peu seuls, ce qui a du coup les a freinés là, dans ce début de mouvement cette fois-ci. Voilà, pardon, c'était... Pas de problème. Laurent, qu'est-ce qui fait la réussite ou l'échec d'un mouvement social? Alors, il y a plusieurs critères. Il y en a un critère dont on n'a pas encore parlé, c'est le soutien d'opinion publique. Donc, je commencerai par là. C'est très important parce que, voilà, hein, c'est pour ça qu'en 95, notamment, le mouvement avait pris de l'ampleur régulièrement. Donc, ça, c'est une base, surtout quand il s'agit de l'État, en fait. Parce que là, on est sur une réforme qui concerne l'État. Il y a d'autres pays où les relations sociales se font beaucoup plus entre le patronat et les syndicats, ce qui a des inconvénients. Par exemple, l'Allemagne est toujours citée comme un super exemple, mais en Allemagne, quand il n'y a pas de convention collective intéressante, ça fait la moitié des salariés allemands sont hyper mal rémunérés, très précaires, c'est une catastrophe. Par contre, dans certains secteurs, c'est très très bien. Voilà, donc là, on a affaire à l'État, on a donc affaire aux politiques, et donc l'opinion publique, c'est essentiel. De ce point de vue-là, c'est un sans faute de l'intersyndicale, et c'est à noter. Il y a un deuxième aspect, c'est effectivement l'efficacité de la grève.
On peut toujours Les tourner. répercussions. Les répercussions, oui, d'autant plus qu'il y a eu une phase qui a duré assez longtemps, plusieurs décennies, où les pouvoirs, qu'ils aient à faire des manifestations de droite ou de gauche, ils considéraient ça un peu comme un référendum citoyen, hein. Mitterrand retirant sa loi sur l'école laïque, hein, il voulait que l'école privée soit, enfin bon, je passe les détails, cette loi-là retirée. C'était la droite qui s'était mobilisée avec l'Église catholique. D'un autre côté, on avait eu des manifestations très importantes, on cite 95, qui avaient réussi. Bref, là, maintenant, l'idée de tous les gouvernements, c'est pas la rue qui gouverne. Donc on n'a plus cette perspective-là, une espèce de soupape de sécurité où quand la pression sociale est trop forte, eh bien le politique dit bon bah tant pis, on fera autrement, on renonce à notre réforme. Donc du coup le rapport de force par la grève est très important et il faut le nombre, hein. C'est-à-dire il ne faut pas que ça soit trop minoritaire. Et c'est d'où la question, hein, c'est parce que y compris alors. Juste un mot sur le fait qu'il y a plusieurs types de syndicalisme en France, parce qu'on dit le syndicalisme, en fait, c'est très varié. D'abord, on oublie souvent le syndicalisme de la fonction publique, qui représente ces 20% du salariat, et en termes de syndiqués, c'est plus, qui ont des modes d'action différents, hein. C'est plus une journée de grève, etc. Donc, eux, ça leur correspondait bien, les modes d'action, ce que proposait l'intersyndicale. Tandis qu'il y a quelques secteurs dont on vient de parler, des secteurs plus bloquants, qui sont souvent des services publics ou d'anciennes sociétés de services publics, eux ont une tradition de la grève reconductible, de la grève au finish, mais où chaque jour de grève supplémentaire est un jour plus efficace. Si vous êtes prof, si vous faites grève 3 jours, ça ne change rien dans la foulée ou si vous faites sur 3 semaines. Par contre, si vous commencez, on parlait de Total, si vous commencez à bloquer, plus les jours passent, mieux c'est, hein. Donc il y a une efficacité de ce mode d'action, mais c'est qu'une minorité. Et moi, j'avais trouvé qu'en 2019, pendant les vacances de 2019, en décembre, à un moment donné, c'était un peu. Je comprenais la logique des secteurs qui continuaient la grève, mais en même temps, ils étaient complètement isolés. Et moi, ça m'avait embêté. Et enfin, je finirai là-dessus, il y a énormément d'entreprises du privé où on n'a jamais fait grève. J'allais vous dire, et le secteur privé, Voilà. tout ça. Mais il y a des entreprises bloquantes, Total, c'est une entreprise privée. Mais il y a des entreprises, surtout les petites et moyennes, où on ne fait pas grève, alors qu'en même temps, la présence syndicale n'est pas négligeable, hein. On a d'après les statistiques européennes, on a une bonne couverture syndicale des entreprises, surtout si elles sont plus de 50 personnes. Pourquoi le secteur privé n'est pas mobilisé Je sais pas, par exemple, si on travaille dans les banques ou les assurances, on a 3 fois plus de chances d'être syndiqué que si on travaille dans les métallurgies. Alors, dans l'industrie. Bon, l'industrie, de toute façon, est sinistrée en France. Mais voilà, donc c'est pas des traditions. Il y a un côté culturel, je pense, qui peut se changer. Justement, c'est ce que je dis, c'est ce qu'on discutait. C'est-à-dire, il n'y a rien d'inéluctable, mais encore, ça se construit. Et moi, tu veux ajouter quelque chose sur le privé, peut-être Moi, je pense le privé comme ailleurs. Désolée, je me répète, mais les syndicats ne s'adressent pas à eux. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est plutôt que la case des collectifs de travail vraiment a un gros impact sur la constitution des collectifs de lutte. Ça, je suis désolée, je me répète, mais je pense qu'il y a vraiment de ça. Et un autre syndicaliste me disait, tu sais, quand on passe d'AG à des boucles WhatsApp, ça casse le mouvement social, en fait. Si dans l'entreprise, il n'y a plus de moments collectifs où on pose 1 ou 2 heures de grève pour faire une AG, on se retrouve ensemble, on crée un collectif, et en fait, on peut le faire ça que sur plusieurs jours. On ne peut pas réfléchir à ce qu'on voudrait. En fait, ça prend du temps de réfléchir à la société qu'on voudrait, à la réforme qu'on voudrait, à la place en tant que travailleur, etc. Ça, c'est des choses qui se construisent dans des mouvements sociaux un peu longs. Quand ce sont des journées qui sont plus sporadiques, parfois assez éloignées, etc., c'est plus difficile à construire. Donc, pour moi, le fait que la grève elle n'a pas pris, ça dit aussi beaucoup de l'état du salariat et de son état maintenant en France, quoi. En fait, un des problèmes qu'on a, c'est qu'on ne sait pas exactement combien de salariés du privé ont fait grève. Parce qu'on a des indicatifs dans la fonction publique, ça on a les chiffres. Alors après, moi, je les conteste sur un certain nombre de domaines, mais au moins on a les chiffres, on a des choses. Du coup, on prend le nombre de trains qui s'arrêtent pour la SNCF, on prend même plus tellement les grévistes, et il y a aussi une bataille de chiffres, mais là-dessus, et on a le nombre de manifestants. Et en réalité, il y a une forme d'invisibilisation aussi des luttes du privé. Alors, des fois, on
repère, on voit dans un cortège, ah tiens, il y a une banderole d'une entreprise privée, etc. Oui, il faut y être pour le voir, Ouais, quoi. il me semble, je sais pas, à mon avis, tu connais mieux que moi, il me semble que c'était mieux dans le privé que d'habitude. Et il me semble que Sophie Béroud, tu faisais référence à une interview que tu as donnée dans Mediapart, disait la même chose. Oui, et autre chose où on peut noter quand même la présence du privé, c'est que dans les manifestations, on voyait des salariés qu'on ne voit pas d'habitude, avec des gilets, des chasubles qu'on ne voit pas d'habitude, et y compris nous, les journalistes spécialisés sur les mouvements sociaux, qui donc sont habitués aux manifs et tout, on voyait des métiers qu'on ne connaissait pas du tout, on n'avait même pas idée, tu vois. En fait, en réfléchissant, oui, mais par exemple, moi j'ai interviewé... des salariés d'une usine Coca-Cola à Marseille, des personnes qui travaillent à la réparation des jeux à Disneyland, une effaroucheuse qui fait gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'oiseaux quand l'avion part dans des aéroports parisiens. En fait, le fait qu'il y ait une telle diversité de métiers et de boîtes dans les manifs, ça montre aussi qu'effectivement, il y a des gens qui ne se mobilisent pas d'habitude, qui sont mobilisés, y compris dans le privé. Mais privé ou public, la grève générale du 7 n'a pas eu lieu et en général, les AG étaient plutôt... On voit bien que c'est ton modèle. Hein. Tu veux absolument que ça soit ça. Non, mais en fait, c'est pas que je veux, c'est que en fait, ça ne s'est pas passé et que pour beaucoup, c'est un objectif. Et en fait, moi, je pense que le plus important maintenant, c'est de se poser la question de pourquoi ça s'est pas passé et comment faire, quoi. Le préfet de Paris et Elisabeth Borne aussi ont parlé d'un niveau de violence particulièrement élevé pour qualifier la mobilisation d'hier. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que la violence est inédite d'un point de vue historique, entre guillemets? Alors, je sais pas. Ouais. Je préfère pas dire de bêtises sur un truc dont je ne sais pas. En tout cas, on a vu des images en termes de chiffres, alors je n'ai pas vérifié. marquantes. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'un policier grièvement brûlé, un cocktail Molotov, ça c'est... Alors il y avait déjà eu des cocktails Molotov envoyés par des casseurs, parce que moi j'appelle pas ça des manifestants, en 2006, lors de manifestations contre le contrat première embauche. Donc le cocktail Molotov utilisé, ça a déjà été fait. Un policier grièvement brûlé, un début d'incendie. Il y en avait déjà eu un début d'incendie il y a quelques jours, c'était des feux de poubelle. C'est pas la même chose qu'une arme, parce qu'un cocktail Molotov, il faut quand même être précis, c'est une arme artisanale. Point. Donc c'est très grave d'arriver avec ça et de le lancer sur des gens ou sur des bâtiments. Parce que la fois d'avant, il y a quelques semaines, c'était un feu de poubelle qui avait commencé à prendre et puis la devanture de l'immeuble qui aurait pu... Donc on risque des morts. Et y compris des gens, je ne sais pas tellement quel est l'intérêt stratégique de détruire un immeuble à la place de la nation. Donc c'est vrai que là, il y a un niveau de violence qui monte. Après, ce que je trouve assez frappant, c'est que ça fait des semaines qu'on nous bassine, et ça fait des semaines que j'ai l'impression d'être le mec positif qui dit « Regardez plutôt le verre à moitié plein, il n'y a pas tant de violence que ça. » À chaque mouvement, il y en a. Et donc, pas 77 qui dit « On a oublié 68 ». C'était beaucoup plus violent. Est-ce que c'est vrai ça? Je voulais rajouter qu'il y a une manifestante à Nantes qui a eu sa main, alors au début ils ont dit arrachée, mais c'est pas le cas. En tout cas, une main vraiment très grièvement blessée avec beaucoup de sang, etc. par une grenade. Moi, je suis pas spécialiste des violences policières, je vais pas m'étaler sur un sujet qui est pas le mien. Mais en gros, il y a eu un tournant aussi dans cette mobilisation. Au début, on était sur des mobilisations de l'intersyndicale où ils se sont exprimés dans le cadre dans lequel qu'il leur était donné en respectant toutes les règles, hyper pacifiques, etc. Ça s'est très bien passé, oui, pendant Ils n'ont pas été entendus par ce gouvernement qui en fait n'a pas du tout écouté l'intersyndicale, ni les corps intermédiaires, ni les sondages d'opinion, ni personne en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'excuse en rien la violence, mais qu'elle est peut-être aussi à mettre à compte de ce gouvernement qui, quand la contestation est portée de manière classique, paisible, etc., n'écoute pas. Donc voilà, c'est juste, je voulais redire ça. Moi, je me souviens très bien de la soirée. Il y a un avant et un après 49.3 en fait. J'étais là. Quoi Qu'est-ce qu'ils vont gagner de plus? Non, mais juste, si on met... Pour expliquer le point de bascule, oui, voilà, je pense pour expliquer le point de bascule, c'est important de redire que ce gouvernement n'écoute personne. Moi, je me rappelle très bien de l'ambiance le soir du 49.3, j'étais en reportage.
Et en fait, les gens, peut-être un peu naïvement, mais en fait, on ne savait pas ce qui allait se passer, espéraient encore que ce gouvernement allait au moins mettre cette réforme qui est importante, parce qu'il s'agit quand même de rajouter 2 ans de travail de plus aux gens, aller quand même la faire voter. Et en fait, quand le 49.3 est passé, ben oui, il y a eu un souffle de révolte. Moi, j'étais devant le Parlement, un souffle de révolte qui disait pas on va tout casser ni on va tout brûler, mais en fait, punaise, quoi. Ça fait des mois qu'on se mobilise, on est des millions dans la rue, une intersyndicale inédite, et en fait, on n'est pas écouté. Et c'est ce qui Laurent. plombe durablement Macron. De fait, le fait qu'il ait joué ça fait qu'il est considéré vraiment, y compris par des libéraux, comme un problème. Il est très affaibli et ça va durer, à mon avis, je pense que son quinquennat entier. Alors ça, c'est un pronostic, je peux complètement me tromper, c'est plus facile de faire de l'histoire. Les choses sont... Mais voilà, donc il a fait là-dessus, le 49.3 par exemple était une erreur évidente. Enfin voilà, donc la violence n'amène en général pas plus. Alors Elle évidemment... vient d'où cette violence dans les cortèges? Pour moi, De qui? alors il y a des gens organisés qui attendent que ça. Les groupes autonomes, dits antifascistes, mais je vois pas trop en quoi ils sont antifascistes, etc. Ils étaient là. On appelle les Black Blocs. Voilà, ils étaient là dès la première manif, dès le 19 janvier, on les voyait. Simplement, le climat n'était pas à ça. Comme tu l'as dit, il était pacifique. Donc, ils attendaient. Et effectivement, le point de bascule, c'est le 49.3, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de recruter. Donc là, il y a une partie de la population qui est en colère. On sait que dans les sondages, il y a 20%, au moins 20% des Français qui sont dans cette logique de dire la violence, pourquoi pas. Mais de toute façon, même si on était dans une idée de défendre la violence, je vois pas ce qu'on gagne. Cette violence-là est parfaitement gratuite. C'est-à-dire qu'il y a un policier qui est pas mortellement, mais qui est grièvement brûlé. Le résultat, c'est que maintenant, les drones sont autorisés au-dessus des rues de Paris. Et que d'autres lois liberticides peuvent être adoptées beaucoup plus facilement. Ça va plutôt dans ce sens-là. De la même façon qu'au XIXe siècle, quand un anarchiste avait mis une bombe à l'Assemblée, blessant plusieurs députés, eh bien, le résultat de son acte, ça avait été des exécutions capitales d'un certain nombre d'anarchistes, forcément. Peine de mort existait à l'époque, et des lois qu'on appelait les lois scélérates à l'époque, donc des lois liberticides. Donc, je pense que, en plus, c'est même pas que c'est efficace, c'est que c'est au contraire, ça va dans le mauvais sens. Khadija, oui, moi je pense que ce gouvernement pensive. Ouais, je sais pas si ce gouvernement avait besoin de quoi que ce soit pour continuer sur sa démarche autoritaire, hein, dans la surveillance des mouvements sociaux qui atteignent comment dire, la répression des mouvements sociaux qui atteignent des stades complètement kafkaïens, quoi. Enfin, je veux dire, quand ils sont en train anti-siffler. Non, mais voilà, quand ils sont en train de retirer des voilà. Donc, non, en fait, on est sur un gouvernement qui a peur de son propre peuple, c'est quand même pas rien. Je répète quand même que quand le peuple, enfin quand les gens, en fait, parce que c'est pas que les syndicats et tout, quand les gens, les salariés, etc., s'exprimaient de manière très pacifique, etc., pendant des mois, à plus de 1 million de personnes parfois sur au moins 3 dates, ils n'ont pas été écoutés. Bon, ce gouvernement ne peut pas dire qu'il n'avait pas été, que le corps social n'a pas essayé de discuter avec lui de manière pacifique, quoi. Donc, et je dis ça parce qu'on ne peut pas, pour moi, séparer complètement les gens qui ont cette pratique du Black Bloc, les manifestants qui ont cette pratique du Black Bloc, du reste du cortège. Je pense que ça n'a plus de sens de faire ça, parce que hier, le 1er mai, j'arrive à Nation, il y a des personnes habillées en noir qui commencent un peu à se chauffer et à aller au contact vers la police. Et en fait, moi, j'étais dans un cortège tout à fait mixte, avec beaucoup de travailleurs, un cortège de la CGT, des cheminots exactement, et plein de travailleurs, etc. Donc pas du tout que ceux qu'on veut dépeindre comme les excités et tout. Et ils ont applaudi. Ils ont applaudi de manière très vigoureuse. Donc, en fait, ce qui était peut-être vrai au début ne l'est plus aujourd'hui. La violence institutionnelle et politique du gouvernement a été telle qu'aujourd'hui, y compris les syndiqués, les salariés de base qui n'ont jamais eu d'action violente en manifestation, etc., ils ne sont plus à les condamner. Ils ont participé ? Non, je sais pas, j'ai pas vérifié tout le monde, mais en tout cas, ils applaudissaient. Je veux dire, ils n'étaient pas contre. Et en même temps, il n'existe pas de réponse politique à apporter au Black Bloc. Ils n'attendent pas de réponse politique. C'est un peu l'impasse, à la limite plus... C'est l'hooliganisme du mouvement social. Je pense que
D'abord, tu as cité les sifflets, etc. Les arrêtés ont tous été cassés, y compris ou les casseroles, etc. Donc, il y a encore un état de droit. C'est pas gagné, hein, puisque la démocratie libérale, en France, on donne beaucoup de leçons à l'Europe entière, mais ça peut arriver chez nous, très clairement. Moi, sur le fait qu'on a un pouvoir qui n'aime pas spécialement, qui veut canaliser, enfin bon, il y a des points de convergence. Mais la vraie divergence, c'est là-dessus. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y a des gens qui vont applaudir parce que la police, il y a des excès policiers, parce que ceux-ci n'ont pas été sanctionnés les fois précédentes, etc. Parce que depuis la loi travail, il y a eu un tournant, même s'il y a toujours eu des difficultés. Au niveau du maintien de l'ordre, Ouais. vous Les dites, ouais. violences policières. Ouais, mais Ouais. ce qui était très positif justement, c'est qu'il y avait eu un changement à la fois aussi de la police, hein, et de son attitude au début du mouvement. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qui était positif. Enfin voilà, donc qu'il y ait des gens qui applaudissent, très bien, mais c'est quand même une impasse. Comment on peut sortir justement de cette impasse, de cette spirale de la violence, entre guillemets? Moi, ça, je sais pas et je sais même pas honnêtement ce que vraiment va devenir ce mouvement social. Bien intelligent, celui qui peut le dire. Parce qu'en fait, là, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont fatigués. Ceux qui ont fait de nombreuses grèves ont vu leur salaire amputé de beaucoup d'argent en pleine situation inflationniste. Les syndicats... T'es pas hyper optimiste, quoi. Non, En gros. en fait, je ne sais pas. Ouais. Les syndicats, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je ne sais même pas si eux le savent, parce qu'en gros, il y a cette date-là du 6 mai qui est juste précédente au 8 Du mai. 6 juin. Du 6 juin, excusez-moi. Du 6 juin qui est juste précédente à celle du 8 juin où le groupe Lyot proposera d'abroger la réforme des retraites au Parlement, ce qui, honnêtement, entre nous et tout le reste de Twitch, a quand même peu de chances d'aboutir parce qu'il faut donc que ça fasse tout son chemin législatif, donc par l'Assemblée nationale, Sénat, etc. Donc ça a quand même peu de chances d'aboutir, comme d'ailleurs le RIP de demain. Donc, et le problème, c'est qu'il y a tous les syndicats dans l'intersyndical n'ont pas la même identité et n'ont pas le même rapport à ce que va devoir devenir ce mouvement social. On a déjà entendu Laurent Berger à plusieurs reprises dire on ne va pas demander le retrait de la réforme. La CGT est quand même toujours sur un... Non. Ah non, il dit toujours qu'il veut le retrait. Oui, il demande toujours le retrait. C'est comme préalable c'est la pour condition aller pour discuter. Et Laurent Berger s'est exprimé à 2 reprises. Alors, je ne sais pas si c'était hier ou et peut-être que les gens sur Twitch peuvent retrouver, où il dit... alors, non, je n'ai pas mon portable. Mais où il dit, en gros, on ne demande pas le retrait, mais... En gros, il va falloir discuter même si on n'a pas le retrait, quoi. Ah voilà. Ce qui n'est pas la position de la CGT. Pour le moment, c'est quand même il la demande le condition. retrait, mais ça n'empêche pas d'aller voir la Première ministre sur autre chose. Ouais. Et on ne sait pas ce que va faire Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. C'est quand même très peu probable qu'elle fasse la chaise vide sur le reste des discussions. Mais est-ce qu'elle va y aller en disant « Moi, je ne discute pas d'autre chose avant qu'on ait le retrait de la réforme ». Il y avait le patron de la CFE-CGC sur France Info, j'écoute France Info le matin, qui disait qu'il va falloir quand même aller discuter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Qu'est-ce qui va tenir cet intersyndical uni? Que va devenir l'intersyndicale, Laurent, la boule de cristal Ouais, moi, de toute façon, on a eu un mouvement tellement en accordéon qui varie tellement selon les périodes que je suis d'accord sur le fait qu'on ne peut pas trop prévoir. Qui pouvait prévoir les casserolades? Votre intuition, alors, de spécialiste des mouvements sociaux? Moi, d'abord, en tout cas, ce qui est sûr, c'est pas de l'intuition, c'est que déjà, il y a des syndicalistes qui veulent rentabiliser le rapport de force nouveau. Parce que la question du rapport de force, on n'en a pas encore parlé, c'est quelque chose qui se construit dans la durée. Il y a la plupart des mesures. Là, on parle d'une réforme où c'est une réforme qui se vote, c'est très clair, etc. Mais la plupart des mesures qui ont changé la vie des Français sont des mesures qui se mettent en place pendant des années et il y a de multiples petits pas en avant, de lutte, etc. Donc, c'est la question du rapport de force. Ils en ont un meilleur qu'avant. À partir de là, on voit bien qu'ils veulent le convertir. Ils ont compris que ce serait difficile sur l'âge légal, mais il y a les autres sujets qu'a lancé le gouvernement. En gros, les syndicats comme la CFDT disent peut-être si ça peut être une porte, il va falloir lâcher de l'argent en gros quand même. Et il va falloir aussi vraiment écouter les syndicats parce que plusieurs fois, il y a eu des accords signés entre certains syndicats et le patronat qui
qui devait être transcrit dans la loi. Et Macron avait changé le texte. Donc il n'avait aucun respect pour même cette forme de dialogue social. Donc il y a ce premier point qui n'est pas négligeable. Après, comment tous les syndicats vont se comporter par rapport à cette idée, c'est-à-dire essayer d'obtenir des choses à côté. Hein, est-ce que la CGT sera dans cette logique? J'en sais rien. Il y a l'idée, on ne veut pas tourner la page, et c'est pour ça que le 6 juin, c'est bien, du point de vue du mouvement social, et que tout ce qui a été, il y a eu quand même beaucoup d'espoir de l'Élysée pour une division syndicale. Très clairement, ils en étaient quasiment sûrs. On a vu beaucoup de... Voilà, pour moi, il y a eu ces espoirs-là qui sont déçus, donc ça leur retombe dessus, puisque finalement, même si, comme depuis le début, les syndicats n'ont pas toujours la même stratégie, ils font pas toujours... Et c'est normal, ils restent unis sur la question des retraites. Après, c'est difficile, de toute façon. Mais je finis là-dessus, je pense surtout que leur objectif, c'est d'occuper le terrain jusqu'aux vacances, jusqu'aux grandes vacances, histoire de dire, on ne tourne pas la page comme ça, et on veut obtenir des choses. Laurent Berger, donc le patron de la CFDT, a dit « Je crois que le syndicalisme sort gagnant de cette période ». Oui, ils ont fait des cartes pas mal, la CFDT et la CGT. Moi, ce qui m'interroge, c'est par exemple, tu vois, il y a plein de gens qui ont pris leur carte à la CFDT en plein mouvement social fort, où la CFDT a appelé à la manifestation, ce qui n'a pas toujours été le cas hein, dans l'histoire récente, voire même ils critiquaient la manifestation comme mode d'action, et ils ont même appelé à la grève générale. Les gens qui ont fait leur carte à la CFDT là, pendant ce mouvement social-là, comment ils vont se comporter dans leur entreprise en tant que futurs délégués syndicaux CFDT, par exemple, tu vois? Est-ce que ça va pas avoir... Et ça, c'est un truc qui sera intéressant, je pense, à regarder, mais... Ça, point de vue de sociologue ou d'historien, tu vois, dans le longtemps, mais tous ceux qui se sont acculturés à la mobilisation, à l'action collective, etc., pendant ce mouvement social-là, et qui sont syndiqués, par exemple, à la CFDT, je me demande comment ils vont se comporter dans leur entreprise. Ça ne serait pas étonnant, par exemple, que ce qu'ils ont fait pendant la réforme des retraites, en se disant que l'action collective par la manif, la grève, etc., peut être efficace, ben, qu'ils l'appliquent aussi dans leur entreprise, alors que ce n'est pas, on va dire, le mode d'action, la ligne de la CFDT. Il y a eu aussi, moi j'ai couvert le congrès de la CGT récemment, où, à côté de Clermont-Ferrand, où Philippe Martinez a été remplacé, par surprise d'ailleurs, par Sophie Binet qui venait de l'UGICT, donc la Fédération des cadres. Ce mouvement social va aussi va faire bouger beaucoup de choses aussi au sein de la CGT. Sur comment on mène un mouvement, est-ce qu'on accepte d'être en intersyndical? C'était quand même assez chaud comme congrès, parce que certains disaient, en fait, comme c'est nous qui menons les grèves les plus importantes, c'est nous qui faisons les actions les plus médiatiques, comme par exemple les coupures d'électricité des électriciens et des gaziers de la CGT. Est-ce qu'on a vraiment envie de continuer à travailler avec la CFDT? Ça, c'est les éléments les plus radicaux de la CGT qui disent ça. En tout cas, moi, je pense que ce mouvement social-là, il laisse deux choses fortes dans le syndicalisme. Le fait qu'ils ont compris maintenant qu'ils pouvaient travailler ensemble sur des grosses questions, et ces liens qu'ils ont créés là, mon avis, sont solides. Et même s'ils savent qu'ils ne sont pas d'accord sur les questions de travail, de pénibilité et tout, je pense qu'ils seront amenés à retravailler ensemble. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et c'est ce qu'ils souhaitent. Et ça peut aussi re-questionner l'identité même des syndicats, leur rapport au mode d'action, je pense. Laurent, sur la reconfiguration du paysage syndical. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fait que forcément, il y a eu un moment où il y avait une séparation. Il y avait ceux qui luttaient et ceux qui négociaient. Syndicalisme de la marge pour la CFDT, le CFTC, etc. Et un syndicalisme contestataire, mais qui était de plus en plus inefficace parce qu'il n'y avait pas de grande victoire et donc ils s'enfonçaient. Puis en plus, moi je le voyais aussi avec la FSU, plus les grèves étaient un échec, plus ils en appelaient à d'autres. Donc voilà, le fait qu'au lieu qu'il y ait une polarisation de plus en plus grande, qu'ils se soient rapprochés sans perdre leur identité pour autant, c'est quelque chose qui a montré de l'efficacité. Je rajouterais que si ça a marché là, c'est pas juste l'unité syndicale, parce que c'est pas un truc magique, c'est pas un mantra, c'est l'unité syndicale avec une colère de la population et des directions syndicales qui, là, ont su proposer, alors on peut critiquer tel ou tel aspect, mais globalement, ils ont proposé quelque chose qui a convenu. Donc, c'est l'ensemble. De même que, enfin voilà. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il y aura des deux côtés,
qu'à la CGT, ça peut aider à être des fois un peu plus pragmatique. Pragmatisme qui existe souvent à la base, mais quelquefois on a des discours de congrès aussi, hein. Des discours très enflammés. Voilà, là-dessus, ça, maintenant, est-ce qu'il est gagnant le syndicalisme? C'est pas non plus, à part si la loi est actée, si il peut y avoir aussi une désillusion. Il n'y aura pas le sentiment, je finis là-dessus, il n'y aura pas comme en 2003 où il y avait des gens qui avaient fait beaucoup de grèves et on avait appliqué pour les fonctionnaires quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire que même le week-end, ils travaillaient pas, mais on leur avait décompté des jours de grève. Bref, ça avait été un gros coup de bambou et il y avait eu une forte déception qui avait affaibli la combativité par la suite. Là, j'ai l'impression qu'on ne sera pas là-dedans, mais dire que ce sera un plus. Et la réforme des retraites est passée en fait. Oui. Donc, qu'est-ce qui a manqué pour c'est obtenir ça. le retrait au syndicat? Ah, vous allez dire que je suis obsédée, mais peut-être la grève qui fonctionne, hein. Ouais. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand tu demandes est-ce que c'est une victoire pour les syndicats, ils ont certes fait des cartes, ils ont certes repris une place... Revaloriser leur image, en tout cas. Pris une place prépondérante dans les débats. On a vu des travailleurs parler de leurs conditions de travail, de la pénibilité sur des chaînes libérales qui d'habitude n'invitent pas de travailleurs du tout. La question du travail et de la pénibilité et de la retraite, qui sont des sujets qui nous tiennent à cœur au pôle social et à Mediapart en général, ont été des sujets qui ont été au centre. Voilà, donc tout ça, c'est important. Il y a eu de l'inventivité dans le mouvement social. On parlait des casserolades, on peut parler de plein d'autres choses. Il y a le Spider-Man français qui a monté je sais plus quoi contre la réforme des retraites. Enfin, plein de choses ont été inventées. Certes, c'est super et tout, mais la réforme des retraites est passée par un gouvernement qui l'a imposée de manière obtuse, une réforme injuste et brutale, par le 49.3 sans passer par le Parlement. Et donc... dire que c'est une victoire pour les syndicats, je pense qu'eux-mêmes diraient que c'est pas une victoire en fait. Tant que cette réforme passe. Laurent, je te laisse le dernier mot. est-ce que les syndicats pourraient perdre le contrôle de ce mouvement social, par exemple? Non, je pense qu'en plus, justement, de toute façon, ils n'ont pas envie que... Le problème là, ce serait les violences. Donc le fait que ça soit le 6 juin fait qu'il n'y a pas... Et après tout, bon, s'il y a si les gens qui sont devant le carré de tête, comment on les appelle, l'avant, enfin... le cortège, de tête, s'ils veulent manifester tout seuls, ils peuvent le faire et on verra combien ils sont. Donc en tout cas, des manifestations intersyndicales, il n'y en aura pas avant le 6 juin. L'image des syndicats qui est renforcée, c'est très important. Et puis je l'ai dit, c'est aussi par des petits... On est d'accord là-dessus, c'est aussi par des petites actions, c'est aussi ça change des choses dans les relations professionnelles. Voilà. Et peut-être rapidement un mot sur les casserolades. Qu'est-ce qu'elles disent de ce mouvement social? Moi, j'ai vu pas mal d'images où des députés, des élus, des ministres LREM allaient vers ceux de La République En Marche, voire Emmanuel Macron lui-même, allaient vers les gens qui avaient des casseroles, et je trouvais ça d'une ironie totale, qui leur disait « Mais vous ne nous écoutez pas, vous ne voulez pas discuter, vous faites que taper sur vos casseroles ». Mais ça fait des mois que ce gouvernement ne discute pas avec les gens. Ils ont peur de leur propre peuple au point d'annuler des visites et des déplacements. Ils n'écoutent ni les corps intermédiaires qui représentent les gens, ni les syndicats qui représentent les salariés, ni les sondages d'opinion auxquels ils sont si sensibles d'habitude. Ils n'ont écouté personne dans comment ils ont imposé cette réforme des retraites à tout le monde. Et aujourd'hui, ils vont venir dire aux gens qui disent par les moyens qui leur restent, qu'ils sont mécontents de ce fonctionnement et de cette réforme, qu'ils ne les écoutent pas. Je trouve ça d'une ironie totale et complète. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est très intéressant. C'est un renouveau dans les pratiques militantes, qui est de dire en fait on ne vous laissera pas tranquille, on ne tournera pas la page. Ça, Simon Duteuil de Solidaire le dit toujours, on ne tournera pas la page, ça passera par des casserolades. Et d'ailleurs ça a été repris, alors d'abord ça a été lancé par Attaque, mais maintenant c'est repris par les syndicats au point que la graphiste, puisque c'est une femme, je l'ai appris récemment, de Solidaire, fait quasiment tous les jours une affiche différente avec des casseroles dessus. En fait, je trouve ça à la fois réjouissant, puisque c'est un renouvellement des pratiques militantes, et à la fois, est-ce qu'il ne reste pas que ça, que l'événementiel, que le médiatique, le truc qui fait du bruit, quand on n'arrive pas à avoir la masse et la victoire?
Est-ce que c'est pas la fin d'un mouvement en fait S'ils l'ont eu, c'est incontestable. C'est Laurent, ça qui ouais, est historique. sur les La masse en casserolades. grève, la masse en grève. Oui, mais ouais. Puis même des grèves très importantes dans pas mal de secteurs. Faut voir d'où parle le mouvement social. Hein. Moi, je trouve qu'il y a une grande résilience de ce point de vue-là. Je pense que le problème du mouvement syndical, c'est qu'il était dans un répertoire d'action très classique, c'est-à-dire grève, enfin, là où c'était possible, manif, distribution de tracts pour appeler les gens. Et à chaque fois qu'il a essayé d'élargir, ça n'a pas été si simple que ça. Par exemple, convergence des luttes, une idée qui est très en vogue. Donc, on fait la manif féministe du 8 mars après. Bon, ça n'a pas été le succès du siècle. Le lendemain, il y avait avec les jeunes. Le pareil. climat, Voilà, donc on voit climat bien que retraite. c'est pas si simple. C'est pas si simple pour les syndicats de sortir de leur répertoire. Quand ils ont distribué, moi j'ai trouvé super l'idée du Stade de France. Il y a eu des sifflets, mais bon, ça n'a pas été le stade qui s'embrase. Donc voilà, donc je pense que leur problème, c'est qu'ils essayent d'être innovants, quelquefois, pas toujours, et que c'est quand même pas simple parce que pour les salariés, il y a quand même une séparation. Hein. La politique, c'est les partis, le climat, c'est les associations, les syndicats, c'est le social. Donc il y a cette séparation-là qu'il est difficile de franchir. Et je finirai sur les casserolades et l'événement du Stade de France, ça a complètement détruit le récit présidentiel. Un récit du président ou de ses ministres qui sont courageux, qui vont discuter, etc. La réalité, c'est que dès qu'il y a il y a des gens qui sont décidés à les critiquer, qui ont pas simplement des gens comme ça dans un marché, ça ne marche pas et ils se renferment dans un bunker. Donc le résultat, c'est que voilà, le pouvoir reste en difficulté, la page n'est pas tournée pour les Français, enfin, elle est à la fois tournée et pas tournée par les Français. Le Stade de France, Emmanuel Macron s'est caché, il était censé aller sur le terrain, lui qui adore embrasser de manière un peu trop tactile d'ailleurs les footballeurs et montrer qu'il est hyper copain avec eux, etc. Il s'est quand même caché limite dans les vestiaires pour leur faire la bise et puis après pour leur donner le trophée, c'est pareil. Et les sifflets, certes il y a eu un arrêté préfectoral qui finalement... carton rouge. Oui, alors ça a été autorisé mais ils sont quand même pas rentrés les sifflets parce que en fait les stadiers, alors je sais pas qui leur a donné l'ordre, refuser que les gens rentrent avec les sifflets et les cartons. Donc, même avec les cartons, ouais. Et je voulais finir, 19h05, mais ça va, on a commencé vers 10. Je voulais finir avec cette analyse peut-être donc de Sébastien Rocher, chercheur au CNRS, qui dit ceci dans un papier que j'ai lu aujourd'hui dans Le Monde et qui a été écrit par la journaliste Ivan Trippenbach. Il dit ça, sans solution politique à la crise sociale, le pouvoir exécutif s'appuie sur la police pour gérer la contestation. Le pourrissement place la police en première ligne et la police ne va pas résoudre une crise politique. Oui, je suis d'accord. Il y a une impasse. On est dans une vraie impasse démocratique, sociale, parce qu'on ne l'a pas trop dit. Enfin, si tu viens de le dire plusieurs fois, il y a vraiment, c'est un problème démocratique aussi. Et ça a renforcé, ça a nourri la contestation sociale. Donc, il y a cette impasse-là. La police ne pourra pas. Et justement, je pense que c'est pour ça que Macron est isolé, y compris dans des cercles, dans des milieux qui le soutiennent normalement. Parce qu'ils se disent, là, ils ne créent pas de consensus. Et donc, il n'y a pas de consentement fort de la population. Il y a un risque. Je reviens sur ce sondage qui disait plus de 20% des Français étaient d'accord pour des actes violents. C'est embêtant pour tout le monde. Donc, effectivement, la police ne suffira pas. Et la France post-réforme des retraites, ça va être quoi? Une France très méfiante, avec une défiance vis-à-vis du politique qui va être très forte. Oui, mais elle a raison. Et moi, la question que je me pose, c'est plutôt le gouvernement d'Emmanuel Macron d'après 49.3 et d'après réforme des retraites, il sera lequel? Moi, c'est plutôt, tu vois, la question, je me la pose de l'autre côté. C'est-à-dire, ce gouvernement qui a été prêt à outrepasser tous les corps intermédiaires, qui a été si arrogant et si méprisant dans ses prises de parole, qui aujourd'hui se cache, tu vois, déplace ses autres réformes, etc. Comment il va continuer à gouverner jusqu'à la fin de son quinquennat? En fait, c'est ça la question. Et c'est le thème du talk demain.
Incroyable. Comment Emmanuel Macron peut-il continuer à gouverner? Parce que la légitimité, en fait, c'est ça. Il c'est reste ça quand qui est même fou. un certain nombre d'années. Ben oui, et par exemple, Olivier Dussopt qui répond à Jérôme Guedj, le député socialiste qui est allé chercher les chiffres sur le minimum contributif, le mensonge des 1 200 €. Quand il lui répond « je n'ai pas de compte à vous rendre », c'est ça en fait la Macronie. C'est qu'un ministre du Travail, sur une réforme aussi importante que la réforme des retraites, demande à un député qui fait son travail et qui s'interroge sur qu'est-ce que cette réforme des retraites exactement, qu'est-ce qu'elle propose, il lui dit « je n'ai pas de compte à vous rendre ». Et en fait, c'est pour moi... Cette phrase a résumé comment ce gouvernement s'est comporté avec tous les corps intermédiaires et avec le Parlement. Et c'est très inquiétant pour la suite quand on voit qu'ils menacent la Ligue des droits de l'homme, quand on voit qu'ils font tout pour éviter le peuple partout où il est. Franchement, c'est très inquiétant pour la suite. Ben merci beaucoup. Merci Khadija Zerouali, journaliste à Mediapart, et Laurent Fragerman, spécialiste des mouvements sociaux, socio-historien aussi, chercheur au CERLIS de l'université Paris-Cité. Merci à vous. Merci à vous le chat aussi. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch de France Info. Je précise aussi que le Talk est une émission qui s'écoute aussi donc en podcast sur l'application de Radio France. Et donc le thème demain, on en a parlé, comment Emmanuel Macron peut-il continuer à gouverner? Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous encore une fois. Merci. Salut.